C'est sa dernière prière, un suspense FBI Rachel Gift, livre 12, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Chapitre 1. Il était un jour. Le grondement soudain du tonnerre venu de l'extérieur fit tressaillir Claire, la poussant à réprimer un cri de surprise. Elle se redressa précipitamment sur son siège derrière le comptoir des infirmières, lançant un coup d'œil vers le fauteuil normalement occupé par Franny Ayers, sa collègue, qui soignait actuellement Madame Kunz plus loin dans le couloir. Franny n'aurait pas manqué de la taquiner pour sa réaction. Après tout, ce n'était rien d'autre qu'un éclat de tonnerre, et elle n'était pas la seule à avoir été alarmée par ce bruit impétueux. Des murmures et des exclamations filtrèrent des chambres du centre de soins palliatifs Trotman. La voix la plus forte appartenait au vieux monsieur, Livingston au bout du couloir. Rares étaient ces phrases exemptes de jurons, et malgré les efforts de Franny et quelques membres de sa famille, il refusait obstinément de modérer son langage. Il pestait maintenant contre l'orage inattendu. Ce dernier avait commencé comme une tempête presque agréable en fin d'après-midi. Avec les fluctuations typiques des températures d'octobre, gelée matinale suivie de douceur l'après-midi, un orage était prévisible, mais celui-ci avait surpris tout le monde. 3 heures après son commencement, il était maintenant 22h05 et les éclairs s'alliaient au tonnerre pour offrir un spectacle saisissant. Une pluie fine s'y ajoutait, mais le fracas des éléments étouffait le clapotis apaisant des gouttes. Le couloir retrouvant son calme, Claire perçut des pas venant de sa droite. C'était Franny qui revenait vers leur poste, levant déjà les yeux en signe de lassitude. « Comment va Madame Kunz ?» interrogea Claire. Franny s'affaissa dans sa chaise et secoua la tête. Elle croit à un complot parce qu'on est à court de soda au gingembre light. L'orage aussi semble lui déplaire autant qu'à lui. Mr. Livingston n'a pas l'air ravi non plus. Combien d'injures a-t-il proférées après ce dernier coup de tonnerre ? Au moins 2, d'après ce que j'ai entendu. Elles échangèrent ces mots sur un ton léger. Un peu d'humour ne faisait pas de mal car, bien que le centre soit réputé pour la qualité de ses soins, elles étaient confrontées quotidiennement à la mort imminente des pensionnaires. Chaque semaine voyait partir 2 ou 3 résidents sous drap blanc en direction d'une morgue, et il arrivait qu'un nouveau venu succombe au bout de quelques jours seulement. Claire travaillait ici depuis presque 3 ans, principalement la nuit, et avait cessé depuis longtemps de compter les départs. Certains résidents comme Monsieur, Livingston ou Madame Kunz semblaient tenir tête à la mort avec obstination. Et bien que Claire leur était attachée, elle savait aussi que leur disparition ne serait que plus douloureuse lorsqu'elle surviendrait. Si cette tempête ne se calme pas vite, commenta Franny, certains vont passer une mauvaise journée demain. Je pensais justement à ça pour Madame Kunz. Claire fut coupée par un roulement tonitruant suivi par un éclair qui illumina brièvement le couloir via la grande fenêtre à leur gauche. Elle sentit une vibration sous ses pieds, mais avant qu'elle puisse y prêter plus attention, les lumières clignotèrent une fois avant de disparaître complètement dans l'obscurité. Un échange de regards inquiets entre elle et Franny trahissait l'augmentation de la complexité de leur travail en cas de panne d'électricité. Presque tous les résidents du couloir dépendèrent de moniteurs ou d'appareils médicaux. Disposant seulement de 2 médecins à contacter en urgence, capables d'assurer un suivi continu des patients, elle savait que la nuit serait longue pour elle et pour tout le monde. Claire saisit son téléphone et composa un message groupé destiné aux médecins, aux propriétaires et aux responsables du service de jour. Il était crucial qu'ils arrivent rapidement. Et bien que l'électricité n'avait pas encore cédé, mieux valait anticiper. Soudain, les lumières clignotèrent à nouveau avant de s'éteindre complètement. Franny lâcha un juron, moins virulent que ceux que Claire s'attendait à entendre d'un moment à l'autre venant de Monsieur Livingston. « Je vais prévenir l'équipe, » dit Claire. « De mon côté, je vais vérifier comment vont les résidents, » soupira Franny. « Franny, qu'est-ce qui se passe ?» La voix stridente et épuisée de Madame Kunz résonna dans le couloir. 3 semaines après son arrivée, alors qu'on ne lui donnait que quelques jours à vivre, elle tenait toujours bon, criant au secours avec vigueur. « Commence par cette extrémité du couloir, je m'occupe de l'autre côté », proposa Claire tout en envoyant son message d'urgence. Une des infirmières habitait tout près. Elle ne tarderait même pas à recevoir du renfort. Franny se hâta hors de sa chaise et se dirigea vers la chambre de Madame Kunz pour la 2e fois en moins de 5 minutes. Message envoyé et rassuré que l'aide était en chemin, Claire quitta le poste infirmier pour rejoindre l'autre bout du couloir. Elle perçut déjà les marmonnements mécontents de Monsieur Livingston. Quelques murmures nerveux flottaient dans l'air, mais ils étaient rares. La plupart des résidents étaient malheureusement dans un état tel qu'ils ne devaient même pas être conscients de la coupure ou du tumulte extérieur. En se dirigeant vers les plaintes de Monsieur Livingston, elle scrutait les panneaux lumineux désertés au plafond.
Le générateur devrait se mettre en marche bientôt, espérant ainsi calmer les angoisses ambiantes. « Hé !» tonitra Monsieur Livingston depuis le fond du corridor. « J'espère que cette satanée électricité va revenir, parce que sinon… » Mais Claire n'entendit pas la fin de sa phrase. Alors qu'elle passait devant sa chambre sur la gauche, quelque chose sur la droite captiva son attention. Une silhouette glissa hors d'une chambre, telle une ombre sans attache. Elle marqua un temps dans l'encadrement et Claire crut un instant qu'elle se dirigeait vers elle. Qui ou quoi que ce soit. Cependant, avant même qu'elle ait pu réagir face à ce frisson soudain, la silhouette disparut en direction du fond du couloir. L'instant fut si fugace que Claire n'eut pas le réflexe de l'interpeller. Ce n'est qu'en voyant cette ombre filer vers une issue de secours qu'elle comprit qu'il était impossible qu'elle soit là. Elle et Franny étaient les seules employées présentes dans le bâtiment. Et le patient actuellement dans cette chambre ne pouvait certainement ni se déplacer aussi rapidement, ni même bouger du tout. La compréhension des événements s'assemblait peu à peu dans l'esprit de Claire, guidée par son intuition. Elle avait aperçu une ombre s'échapper de la chambre d'un patient durant la panne de courant. Sans hésiter, elle vérifia d'abord l'état du patient. Toutefois, ses yeux cherchèrent la silhouette alors qu'elle s'élançait vers la sortie de secours, sous l'orage battant. En temps normal, une alarme aurait hurlé à l'ouverture de cette porte, mais là, seul le crépitement de la pluie et les grondements du tonnerre se faisaient entendre. Elle pénétra dans la chambre avec précipitation et un instant, s'attendit à y découvrir un lit déserté. Cela lui aurait semblé cohérent, mais la réalité était bien plus sombre. Le patient gisait toujours là. Admis depuis 4 jours, l'homme paraissait émacié, presque desséché. Dans la pénombre, sa silhouette recroquevillée évoquait celle d'un enfant. Elle avança encore et se figea net quand le générateur prit le relais. Les lumières vacillèrent avant de stabiliser leur faible éclat et Claire distingua mieux l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. Elle vit les prunelles grand ouvertes, immobiles, et le masque d'effroi et de stupéfaction figé sur le visage du patient. Claire entreprit de crier. Elle voulut appeler Franny, mais sa voix s'étouffa face à l'abomination devant elle. Et dans cet instant tragique, elle aurait préféré se lancer à la poursuite de l'intrus. S'évader dans la tempête et fuir aussi loin que possible de cette pièce maudite. Chapitre 2. Rachel avait beau ne rien reprocher aux spécialistes qui succédaient au docteur Helmsdale, une sensation tenace l'étreignait à chaque fois qu'elle franchissait le seuil du cabinet. Le docteur Helmsdale, celui qui lui avait conseillé les traitements en Suisse, avait péri il y avait presque 3 semaines. Même si c'était seulement la 2e fois qu'elle revenait ici depuis son décès, elle ne pouvait s'empêcher de sentir comme si elle piétinait sa sépulture. Plusieurs aspects du meurtre du docteur Helmsdale et de sa femme ébranlaient Rachel, mais elle se contraignait à ne pas y repenser tandis qu'elle attendait dans le salon attenant au laboratoire. Elle devait concentrer son attention sur ses derniers résultats d'analyse et leur signification potentielle. Aucun indice ne lui donnait à penser que sa situation avait changé, mais la disparition d'Helmsdale jetait une ombre sinistre sur ses réflexions. Même si elle n'accordait aucun crédit au présage ou au destin, impossible d'occulter le fait que cet assassinat soit survenu juste après qu'elle eut retrouvé suffisamment de vigueur pour reprendre son activité professionnelle. Une mise entre parenthèses s'imposait pour l'instant, particulièrement lorsque l'assistante du nouveau médecin apparut dans l'embrasure d'une porte sur leur gauche. Elle maintint la porte entr'ouverte en apercevant Rachel et afficha un sourire bienveillant. « Mademoiselle Gift, je vous en prie, venez par ici. » Rachel emboîta le pas à l'assistante et traversa un couloir court mais spacieux. L'ancien bureau du docteur Helmsdale, situé tout au fond sur la droite, appartenait désormais techniquement à sa remplaçante, le docteur Abigail Sanderson. Rachel n'avait eu qu'une longue discussion avec elle lors de leur première rencontre, qui avait eu lieu 6 jours seulement après le tragique incident impliquant Helmsdale. Sa compétence ne faisait aucun doute. Elle maîtrisait les dernières avancées et recherches menées non seulement en Suisse, mais aussi à travers le monde. Quand Rachel pénétra dans le bureau du docteur Sanderson, celle-ci était déjà installée derrière un large bureau flambant neuf, un meuble qui n'avait jamais appartenu à Helmsdale. Approchant de la 50aine avec grâce, son sourire radieux et son visage lumineux auraient pu sans peine lui donner une allure plus jeune d'une décennie. « Bonjour mademoiselle Gift, ravie de vous revoir. »« Moi aussi ravie, et je vous en prie, appelez-moi Rachel. »« Entendu. » Sanderson manipula son ordinateur portable et l'orienta vers Rachel avant de glisser sa chaise à ses côtés. « Ces données vous paraissent-elles habituelles ?» En grande partie, oui, c'était le cas. Les mises à jour des analyses sanguines, des IRM et des plaquettes étaient devenues si fréquentes qu'elles lui semblaient presque routinières. « Eh bien, j'ai remarqué dans votre dossier que vous appréciez la franchise, » reprit Sanderson. « Alors je vais droit au but.
J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. Mais rassurez-vous, rien de catastrophique. Je vous écoute. Comme vous pouvez le constater, votre cancer n'a pas progressé. Mais comme vous le savez déjà, il serait prématuré de parler de guérison. Cependant, votre réponse au traitement est tellement encourageante que je me refuse à croire que nous ne faisons que retarder l'inéluctable. Si cela ne vous dérange pas, quel était le pronostic du Dr Helmsdale et des spécialistes internationaux? Rachel n'aimait pas où la conversation se dirigeait, mais elle avait acquis une certaine maîtrise dans la réception de nouvelles peu réjouissantes. Et peut-être plus important encore, elle savait désormais gérer les bonnes nouvelles qui se dégonflaient rapidement pour se transformer en quelque chose de moins enthousiasmant qu'initialement espéré. Le docteur Helmsdale évoquait une vingtaine d'années supplémentaires si mon corps continuait de bien réagir au traitement. Mais il a insisté sur le fait que je ne serais jamais totalement débarrassé du cancer sans avancée médicale majeure. Exactement. Et jusqu'à ce jour, aucune avancée significative n'a été rapportée. Néanmoins, si je compare ces résultats avec les précédents, il semble que les traitements vous soient toujours bénéfiques. Voici la bonne nouvelle. La moins bonne est que je ne constate pas d'amélioration depuis votre dernière visite. Il se peut donc que vous ayez atteint un plateau, le meilleur état possible dans votre situation. Pour maintenir ce niveau sans rechute, il faudra poursuivre les traitements régulièrement. Rachel était au courant, bien que la notion de plateau semblait porter un poids particulier. Ainsi l'espoir d'être un jour libéré par ce traitement s'évanouit? D'après ces données, et au vu des dernières actualités médicales, oui. Sanderson fit une pause pour laisser l'information s'imprégner chez Rachel avant de continuer avec douceur et empathie. Mais soyez assurés que ce protocole demeure ce qu'il y a de mieux pour vous actuellement. Je suis également au courant de pistes prometteuses aux États-Unis dont les résultats des essais cliniques sont encore confidentiels. Donc en somme, quelle conclusion dois-je tirer? Demanda Rachel qui espérait secrètement pouvoir s'entretenir avec le docteur Helmsdale. Trop de gens différents avaient pris connaissance de son cancer et elle se sentait excessivement exposée. Pour l'instant, je ne recommande aucun changement dans votre protocole thérapeutique actuel. Vous êtes toujours en forme depuis votre reprise du travail? Oui, plus que jamais. Sa charge de travail avait été plus conséquente qu'elle ou ses supérieurs Jack et Anderson n'avaient anticipé. Néanmoins, les tâches administratives et 2 jours de surveillance à Washington D.C. avaient suivi leur cours habituel. Retrouver un rythme professionnel régulier lui apportait davantage d'énergie et d'espoir qu'elle n'en avait ressenti depuis près d'1 an. Par ailleurs, il y avait son engagement avec Jack, mais elle n'était pas assez naïve, ou éperdument amoureuse peut-être, pour croire que cela avait une quelconque influence sur sa santé. Alors conservez le même rythme. Poursuivez le traitement actuel, continuez vos visites en Suisse et suivez leurs conseils. Je vous verrai 1 mois après votre prochain séjour pour de nouveaux examens et nous aurons alors, je l'espère, un tableau plus précis de la situation. Elle éteignit son ordinateur portable et adressa à Rachel un sourire teinté d'incertitude. Mais pour l'instant, rien ne justifie l'inquiétude. Contactez-moi si vous commencez à vous sentir mal ou si quelque chose vous paraît anormal. Je n'y manquerai pas, merci. Rachel sortit du bureau, se sentant presque étourdie. Elle ne s'était jamais vraiment attendue à ce qu'on lui annonce sa guérison du cancer. Dès le début de son traitement expérimental aux États-Unis, quand la tumeur avait été détectée, les médecins lui avaient fait comprendre que les chances de rémission totale étaient minces. C'était bizarre, car si c'était le mieux qu'elle pouvait espérer, elle était prête à l'accepter. Après tout, elle pouvait vivre comme avant, sauf qu'elle devait maintenant apprendre à cohabiter avec cette épée de Damoclès qu'était le cancer. Peut-être tiendrait-elle 20 ans, ou bien les traitements cesseraient d'agir et sa santé déclinerait à nouveau. L'issue était incertaine. Toutefois, se sentant parfaitement bien pour l'heure, elle opta pour ignorer ses craintes. Il lui fallait se concentrer sur cette nouvelle existence qu'elle bâtissait. Un mariage imminent et des instants précieux à partager avec Paige et grand-mère Tat en toute confiance. Toutefois, tandis qu'elle gagnait sa voiture après avoir quitté le cabinet lié au défunt Dr Helmsdale, l'inquiétude qu'elle avait réussi à éloigner ressurgit en elle. Maintenant qu'elle était hors du cabinet médical, elle pouvait laisser libre cours à ses pensées. Les images de la scène du crime où reposèrent les corps du docteur Helmsdale et de son épouse la hantaient encore. Elles étaient d'une brutalité et d'une horreur sans nom. Et dès l'instant où son regard s'était posé sur elle, des idées morbides avaient envahi son esprit. Bien qu'Alex Lynch fût mort et enterré depuis longtemps, quelque chose dans la mise en scène macabre chez les Helmsdale lui rappelait cet homme. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils gagnaient leur duel posthume. Cette impression était si persistante que Rachel devait parfois se rappeler que Lynch gisait sous terre pour s'en convaincre pleinement. Après tout, c'était elle qui en avait décidé ainsi. Malgré ces certitudes ancrées en elle,
Alex Lynch semblait encore trouver le moyen de la tourmenter depuis l'au-delà. Chapitre 3. Même si Anderson avait suggéré qu'elle prenne congé pour le reste de l'après-midi suivant son rendez-vous médical, Rachel se retrouvait sur le parking du bureau peu avant 16 heures. L'affaire Helmsdale l'obsédait et elle était convaincue que ses pensées ne la quitteraient pas tant que des réponses ne seraient pas trouvées. Aucun indice ni aucune piste n'avait encore émergé quant à l'identité de l'assassin. Les questions soulevées par cette affaire après sa consultation avec le docteur Sanderson la tourmentaient toujours. Elle estimait donc pouvoir tenter une dernière approche auprès d'Anderson, dans l'espoir que si l'enquête risquait de piétiner davantage, il pourrait lui donner carte blanche pour y participer plus activement. En arrivant dans la petite antichambre du bureau d'Anderson, Rachel remarqua qu'il achevait une réunion. Parmi ceux qui sortaient, elle reconnut des directeurs et des adjoints, ainsi que quelques agents expérimentés. Quelques-uns lui adressèrent un signe de tête courtois en passant. Lorsque le dernier eut quitté les lieux, Rachel frappa à la porte entr'ouverte d'Anderson. En se retournant et en apercevant Rachel, il l'invita d'un geste à entrer. Son visage trahissait une tension, presque de l'inquiétude. Il pensait probablement qu'elle venait lui apporter de mauvaises nouvelles après son rendez-vous médical. S'il était inquiet, il le masquait assez bien. « En quoi puis-je vous être utile, agent Gift ?» demanda Anderson. Il était debout près de la table de conférence où il rangeait une pile de dossiers. Rachel s'avança dans le bureau sans s'asseoir, Anderson ne l'y ayant pas convié. De plus, elle pressentait que sa requête allait l'irriter. « Monsieur, je souhaiterais vous demander une dernière fois de reconsidérer ma participation à l'enquête sur l'affaire Helmsdale. » Un silence suivit sa demande, durant lequel Anderson sembla soulagé en réalisant qu'elle n'était pas porteuse de mauvaises nouvelles concernant sa santé. Cependant, un voile d'agacement se glissa bientôt sur son visage. « Agent Gift, je préfère éviter de revenir sur cette discussion. Vous êtes une excellente agente et vous savez pourquoi je ne peux pas vous confier cette affaire. Parce que vous craignez qu'une implication personnelle affecte mon jugement. Vous voyez ? Compétente. Je n'ai vu le docteur Helmsdale que 3 fois et jamais plus de 15 minutes à chaque consultation. Mais c'est lui qui vous a orienté vers les spécialistes en Suisse. Oui, c'est exact. Toutefois, elle s'interrompit, réticente à dévoiler la réelle motivation de son intérêt dans cette affaire. Ils étaient seuls dans le bureau et après avoir quitté le cabinet désormais vide du docteur Helmsdale, elle pensa qu'elle pouvait prendre ce risque. Au pire, il refuserait encore une fois. « Puis-je parler librement ?» Anderson esquissa un sourire subtil et arrêta de manipuler les dossiers pour lui signifier qu'elle avait toute son attention. « Bien sûr, le docteur Helmsdale a été tué 3 jours après mon retour, et ce n'était pas un meurtre ordinaire. Nous avons tous les deux vu les photographies et lu les rapports d'autopsie. Ils ont été exécutés avec cruauté. Quelqu'un a voulu faire un exemple avec eux et cela m'a remémoré. J'ai eu la même pensée, agent Gift, l'interrompit-il. Mais si vous envisagez ce que je crois que vous envisagez, c'est impensable. Je sais, et elle savait vraiment. Alex Lynch était mort, c'était elle qui l'avait tué. Comment pourrait-elle alors croire qu'il était toujours actif d'une manière ou d'une autre ? C'était absurde et pourtant, tout ce qui concernait les meurtres des Helmsdale ne cessait de la hanter. Le docteur Helmsdale avait été poignardé 13 fois et 12 des coups avaient été portés longtemps après le premier coup fatal. Sa femme avait reçu 6 coups au ventre avant qu'on ne lui égorge sauvagement la gorge d'une oreille à l'autre. Le rapport du coroner précisait que l'arme était initialement tranchante, mais s'était émoussée au moment de la dernière incision. C'était horrible et disproportionné. Cela rappelait la manière dont Lynch choisissait ses victimes. Il n'avait jamais fait preuve de discrétion. Elle percevait néanmoins une ombre de trouble sur le visage d'Anderson. « Vous aussi, vous avez songé à Lynch. » Il acquiesça. « Ce qui me trouble, ce n'est pas tant l'atrocité des meurtres, mais plutôt la conjonction des faits. Le rôle du médecin qui t'avait conseillé ces traitements si bénéfiques et l'évasion de Lynch, lui qui semblait en savoir bien trop sur toi. Cela pique ma curiosité, je l'avoue. Tu ne me juges pourtant pas apte à gérer l'enquête. C'est précisément pour cela que je préfère ne pas te l'attribuer. Néanmoins, si tu y consens, j'aimerais collaborer avec la police de Richmond afin d'assurer des patrouilles régulières autour de chez tes parents. Est-ce réellement indispensable ? Je n'en suis pas certain, mais je suis disposé à mobiliser nos ressources pour éviter tout risque. À propos, dit-il en se dirigeant vers son bureau, j'ai déjà pris certaines mesures. Des patrouilles ont déjà été mises en place ? Exact. Les premières ont commencé 2 jours après les homicides. Il semblerait que cela t'ait échappé. C'était il y a près de 3 semaines. Il sourit avec bienveillance. Tu as sans doute besoin de te dérouiller un peu, agent Gift. Mais j'imagine que tu as eu quelques distractions récemment, ajouta-t-il en jetant un œil à sa main gauche parée de son solitaire. Merci pour les patrouilles, répondit-elle.
et non pour avoir remarqué ma bague. Bien entendu, j'y mettrai un terme lorsque nous aurons attrapé le coupable ou, dans le pire des cas, si rien d'anormal ne survient dans les prochaines semaines. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Peut-être que tu en es consciente, mais que tu préfères l'ignorer sciemment. À quel sujet ? Elle se sentait désarçonnée face à Anderson qui se montrait habituellement plus formel et direct. Imaginons que le meurtrier ait visé les Helmsdale à cause de ta connexion avec leur médecin. Je suppose que c'est ce qui te tourmente ? Elle ne parvint pas à l'avouer. Cette idée lui semblait exagérée et flattait son ego malgré elle. Elle se contenta donc de hocher la tête. Dans cette hypothèse, et si le tueur cherchait à attirer ton attention, pourquoi lui donner cette satisfaction ? Il semble que tu n'aies pas retenu la leçon avec Lynch. Le propos était un peu sévère, mais elle savait qu'Anderson n'avait aucune intention malveillante. Elle-même avait envisagé cette éventualité. Elle soupira et accepta tacitement. « D'accord, je comprends. Et alors, ta visite médicale ? » Tout va bien. Elle préféra ne pas entrer dans les détails. Après tout, rien n'avait changé. « Je suis ravie de t'entendre dire ça et de te voir ici de nouveau. »« Merci. Mais une fois partie d'ici, tu ne me verras pas avant 1 jour ou 2. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à Skinner. »« Tu pars en congé ?» Anderson rit doucement. « Pas du tout. Demain, j'ai une réunion à Washington avec une foule de directeurs et leurs adjoints. Crois-moi, je préférerais rester ici. » Il fit un geste d'épaule pour signifier son manque d'intérêt pour cette obligation. Cet échange avait quelque chose d'inattendu venant d'Anderson. Le voir exprimer une certaine camaraderie était rare. Elle interpréta aussi cette conversation comme sa façon subtile de clore le sujet Helmsdale sans avoir à être explicite. Accepter poliment un non était une des choses sur lesquelles elle devait progresser dans sa nouvelle vie, sans insister au point d'agacer son interlocuteur. Après ce feu vert implicite pour prendre congé, Rachel se contenta d'un simple « Merci ». Elle quitta le bureau sans trop manifester de déception quant à son exclusion de l'affaire Helmsdale. Néanmoins, elle réalisait qu'il lui était plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé de chasser les images macabres du docteur Helmsdale et de sa femme assassinée de ses pensées. Chapitre 4. La journée d'Alice était loin d'être ordinaire, pourtant à 3 heures de l'après-midi, elle avait l'impression de n'avoir rien accompli d'important. Ce sentiment l'envahissait presque chaque jour depuis la nuit où elle avait mis fin au jour des Helmsdale. Depuis lors, ses journées se fondaient dans un brouillard monotone. Elle flânait maintenant dans un supermarché, à une allée de distance de la grand-mère de Rachel Gift. Le véritable nom de la vieille dame lui échappait. Elle n'était pour elle que Grandma Tate, surnom donné par Rachel. Au bout du rayon des céréales et petits déjeuners, Alice s'attarda devant les flocons d'avoine instantanés, feignant un intérêt pour l'offre promotionnelle, 2 pour le prix d'1. Elle patienta jusqu'à ce que Grandma Tate disparaisse au tournant de l'allée. La dame avançait avec une vivacité et urgence qui ne surprenaient pas Alice. Elle savait pourquoi. Il était 3 heures et Grandma devait récupérer Paige à l'école pour 3h20. Un retard semblait inéluctable si elle ne se hâtait pas. Remettant en place la boîte de céréales, Alice observa Grandma Tate se diriger vers les caisses express avec son panier légèrement rempli. En quittant le magasin, elle frôla délibérément la vieille dame, suffisamment proche pour capter son parfum. Dehors, elle rejoignit sa voiture stationnée non loin de celle de Grandma Tate. Cela faisait 2 semaines qu'elle se livrait à ce jeu du chat et de la souris. Elle avait commencé après s'être ressaisie du choc initial causé par le meurtre du docteur Helmsdale et de sa femme. Si aucune raison précise ne motivait ses actions, elle reflétait en chant son besoin de gagner en assurance quant à sa capacité à filer Rachel et sa famille sans se faire remarquer. Suivre Grandma Tate était aisé. La vieille dame ne se doutait de rien. Alice l'avait pistée jusqu'à la bibliothèque municipale, une pizzeria locale un soir et dans ce même supermarché déjà 2 fois auparavant. Elle voulait s'assurer d'être capable d'opérer en toute discrétion. Avec Rachel, cependant, les choses étaient plus complexes en raison d'une protection policière intermittente mais notable. Les circonstances autour des visites aléatoires, des voitures banalisées ou des patrouilles dans le quartier de Rachel n'avaient rien d'anodin et semblaient avoir débuté juste après les crimes des Helmsdale. Certains matins, une voiture suivait Rachel jusqu'à son lieu de travail. D'autres jours, 2 véhicules accompagnaient Paige à l'école avant de se séparer. Mais il y avait aussi des matins où tout semblait calme. Pour Alice, cela trahissait une certaine prudence des autorités qui associaient peut-être ces meurtres à Rachel. Et c'était exactement ce que voulait Alice, que Rachel vive hantée par la peur, doutant constamment de sa sécurité. Dans le fond, Alice hésitait encore sur la suite des événements. Son but ultime était bien sûr la mort de Rachel Gift, mais quand ?
Elle estimait que sa proie méritait d'éprouver la terreur pendant quelque temps afin que la leçon soit bien comprise. En infusant ainsi peur et incertitude au sein de cette famille, elle espérait qu'une inspiration nouvelle germerait en elle. L'idée de mettre Paige en danger avait quelque chose de tentant, mais restait encore inenvisageable pour Alice. Le kidnapping lui paraissait largement plus cruel que les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.